Bonsoir à tous. Écoutez, c'est toujours un peu compliqué de démarrer une conférence sur des sujets qui sont aussi préoccupants, qui sont relativement complexes et à propos desquels il se dit à peu près tout et n'importe quoi. Alors, si vous voulez bien, alors ce soir on ne dira pas tout, évidemment, mais si vous voulez bien, je vais faire quelques points qui vont vous amener d'abord à avoir une vision un peu d'ensemble sur comment est née la notion même de souffrance au travail, ou même la notion de harcèlement moral, ou encore l'obligation dite de sécurité de résultat. D'où ça sort, tout ça. Vous parlez un peu des modalités de la preuve, parce que c'est souvent le problème qui accable les gens. Comment est-ce que je vais prouver? C'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Ce n'est pas tout à fait ça, et je vais vous l'expliquer. J'évoquerai également la question du droit pénal, qui est souvent préoccupante pour beaucoup d'entre vous. L'envie de faire sanctionner, de faire punir, d'obtenir, au-delà d'une condamnation prud'homale ou au-delà d'une condamnation par un tribunal des affaires de sécurité sociale, une condamnation pénale. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que c'est possible? Quels sont les risques que l'on court à engager une procédure pénale? Je vous parlerai également de ce qu'on obtient. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est décevant? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est une obligation de faire? Qu'est-ce qu'on demande et qu'est-ce qu'on obtient et qu'est-ce qu'on recherche dans un procès? Et puis, je vous ferai également part de quelques distinguos qui sont assez délicats, assez compliqués à comprendre, qui sont relatifs à la reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. C'est-à-dire que c'est très compliqué de parler de harcèlement moral, de souffrance au travail, sans parler du droit de la sécurité sociale. Parce que, alors, on a dit tout à l'heure en me présentant que j'étais spécialiste en droit social, ce qui est vrai, ce qui était vrai jusqu'il y a peu, puisque auparavant il y avait une seule spécialité qui concernait le droit du travail et le droit de la protection sociale, et on appelait ça le droit social. Sauf que ce n'était pas tout à fait vrai, parce que beaucoup d'avocats qui font du droit du travail ne font pas du droit de la sécurité sociale. Aujourd'hui, ma spécialité, telle qu'elle résulte de l'organisation de ma profession, c'est celle de spécialiste en droit du travail et en droit de la protection sociale. Alors la protection sociale, c'est un mot un peu familier qui vous fait penser au remboursement de la sécurité sociale chez votre médecin, chez le pharmacien, etc., qui vous fait penser également aux cotisations qui sont prélevées sur vos bulletins de salaire. Mais quand on parle de protection sociale en ce qui me concerne, c'est notamment tout ce qui concerne la reconnaissance des accidents du travail, la reconnaissance des maladies professionnelles et la reconnaissance de la faute, ce qu'on appelle la faute inexcusable de l'employeur. Alors, un petit flashback, pas très loin, parce que sinon il faudrait qu'on remonte en 1898, mais je n'irai pas jusque-là. Un petit flashback en 2002. Parce que c'est en 2002 que deux phénomènes formidables interviennent. Premièrement, 17 janvier 2002, c'est la loi dite de modernisation sociale qui va prohiber et réprimer le harcèlement moral au travail. Donc c'est la première fois que rentre dans le Code du travail et dans le Code pénal aussi le délit de harcèlement moral. Mais les coïncidences n'existent pas. 17 janvier 2002, harcèlement moral, et 28 février 2002 sont rendus des arrêts par la Cour de cassation dans les affaires dont vous avez sûrement entendu parler à la télévision, comme ça, dites du scandale de l'amiante. Et le 28 février 2002, la Cour de cassation va créer ce qu'on appelle aujourd'hui l'obligation de sécurité de résultat, en disant que l'employeur
en vertu du contrat de travail qui le lie à son salarié et en vertu d'un article qui, parce que sinon ce ne serait pas drôle, avait un autre numéro que celui qu'il a aujourd'hui. Puisque on change tout, on dénumérote tout. C'est le délire de la modernisation, des recodifications, des simplifications qui aboutissent toujours à rendre obscur ce qui était clair et compliqué ce qui était simple. Donc à l'époque, la Cour de cassation rend la décision sur l'obligation de sécurité en disant, premièrement, il y a un contrat de travail. Deuxièmement, il y a un article qui est l'article L230-2 du Code du travail, mais qui aujourd'hui est l'article L4121-1 et le même -2 et les suivants. L'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat. Alors, la notion d'obligation de sécurité de résultat, ou la notion d'obligation de résultat, c'est une notion qui n'est pas évidente à comprendre. Mais je vais vous donner un exemple. C'est une notion civiliste, c'est-à-dire qu'elle est issue du droit des contrats dans le Code civil. Et le contrat de transport, par exemple, comporte une obligation de résultat. C'est-à-dire que quand la RATP, la SNCF, Air France vous prend à un endroit, dans un métro, un train, un avion, il y a une obligation de résultat pour vous amener à votre destination. C'est-à-dire que le résultat doit être atteint. Et l'obligation de sécurité de résultat en droit du travail, si on voulait la résumer, on dirait: je suis entré en bonne santé dans cette entreprise, je dois en sortir en bonne santé. Alors, pas avec une santé meilleure, pas plus jeune que quand vous êtes arrivé, peut-être avec des maladies, mais des maladies qui ne seraient pas causées par le risque du travail. D'accord ? Donc, en 2002, c'est une espèce de coup de tonnerre entre, d'une part, le harcèlement moral, d'autre part, l'obligation de sécurité. Donc, vous voyez que ce sont des notions qui ne sont pas terriblement anciennes, mais quand même, sans remonter à 1898, je vais remonter à 1989. Parce que cet article L230-2, dont je vous ai parlé à l'instant, qui est devenu L4121-1, est issu non pas de nos juristes français de l'intérieur, mais issu d'une directive européenne de 1989 dont chaque État membre se devait d'assurer la transposition. Et l'article L4121 et suivant, c'est en 1991 qu'il arrive dans notre Code du travail pour transposer la directive de 1989. Donc vous voyez là un apport européen dans notre Code du travail. Alors je ne dis pas qu'il n'y avait pas du tout de disposition dans le Code du travail sur la sécurité. Bien sûr qu'il y en avait, mais c'était des dispositions qui étaient éparses, qui concernaient le bâtiment, l'électricité, les choses électroniques, les rayons, les ceci, les cela. Là, on a un principe général de prévention qui fait son entrée dans le Code du travail avec la loi, alors qu'auparavant, c'était beaucoup de décrets. Et les décrets, si je peux vous préciser ce que c'est, dans la hiérarchie des normes, la loi, elle est votée par l'Assemblée nationale, le décret, il est pris en Conseil des ministres. Et l'arrêté, il est encore en dessous puisqu'il est pris par un ministre tout seul. D'accord ? Donc dans la hiérarchie, la loi, le décret, l'arrêté. L'arrêté est évidemment moins fort que la loi, le décret est évidemment plus fort que l'arrêté, mais moins fort que la loi. Donc voilà, pour vous dire d'où ça vient, ces choses-là.
Après, la loi relative à la prohibition du harcèlement moral, elle vient, alors je fais une toute petite genèse, une petite synthèse de la genèse. Dans les années 90, on voyait de plus en plus de gens aller très mal, etc. On ne comprenait pas d'ailleurs ce qui se passait, on ne comprenait pas. Moi, je voyais arriver à mon cabinet des gens qui étaient brisés, mais quand je dis brisés, qui ne tenaient plus debout, qui étaient amenés par la compagne, l'ami, le voisin, qui tenait le bras et qui tenait le stylo et qui tenait le chéquier et qui disait sortez, sauvez-le nous, il va crever. Bon, et on ne comprenait pas ce qui se passait. Et puis il y a eu ce livre de Marie-France Irigoyen qui a créé une espèce de mouvement d'opinion assez incroyable. Et puis, dans nos cénacles un peu juristes, un peu militants, un peu engagés, etc., on organisait des conférences, des colloques, un peu comme ce soir, sauf que c'était plutôt à destination des professionnels de la profession. Et on s'interrogeait. Et un soir, que j'avais organisé un de ces colloques, je me rappelle, c'était pas très, très vendeur, mais il y a eu un monde fou. C'était le salarié harcelé, le salarié malade et le salarié contaminé. Alors c'était de 19h30 à 22h, c'est extrêmement joyeux comme thème. Il n'y avait ni cocktail, ni buffet, il n'y avait rien. On s'était dit, si on a 50 personnes, ce sera une réussite. Et j'avais composé un truc un peu, ce qui ne se faisait pas à l'époque, assez pluridisciplinaire, avec un magistrat, un médecin, un psychologue, un avocat, et ça ne se faisait pas trop à l'époque. Maintenant, ça se fait tout le temps. Mais j'avais fait ça en 1998 ou 99, ça ne se faisait pas trop. Et ce colloque a lieu au premier étage de la bibliothèque de l'Ordre des avocats de Paris. Et là, il se passe un truc de dingue, c'est qu'il y a 300, 400 personnes qui viennent et que le pompier de service dit « mais c'est pas possible, on peut pas accueillir tout ce monde, etc. etc. » Et à la fin de ce colloque, qui est une vraie réussite, l'assistante parlementaire de Georges Hage, qui est à l'époque sénateur communiste, vient me voir et me dit si vous êtes d'accord, faisons un groupe de travail, on va travailler sur une proposition de loi contre le harcèlement moral. Et j'ai dit d'accord, j'avais jamais fait ça de ma vie. J'ai dit d'accord, on y va. Et on a travaillé pendant des mois au Sénat, à plusieurs. Et on a rédigé une proposition de loi et on a eu le bonheur que cette proposition de loi soit reprise par le gouvernement Jospin, qu'elle devienne un projet de loi. Et c'est comme ça que le 17 janvier 2002 est promulguée la loi contre le harcèlement moral au travail. Donc j'ai une petite fierté, c'est d'y avoir participé vraiment très directement, d'avoir quasiment tenu le stylo, ce qui m'était jamais arrivé, le stylo du législateur. Et on se disait, vous savez la différence entre une proposition de loi et un projet de loi. Une proposition de loi, c'est proposé par un élu. En gros, ça va rester dans un tiroir, ça ne sera jamais porté. Mais si ça devient un projet de loi, c'est mis à l'ordre du jour de l'Assemblée et c'est voté. Et la deuxième chose qu'on a faite dans cette loi, c'est qu'on a exporté une notion qui était une notion civiliste, qui était la notion de loyauté dans l'exécution du contrat, qui était l'article 1134 du Code civil. C'est plus le 1134 depuis quelques mois, évidemment, nous l'a changé encore, celui-là, il y a très peu de temps, dans le cadre de la réforme du droit des contrats et des obligations. Donc, le texte disait ceci: les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Pointe à la ligne, deuxième alinéa. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Et nous avons exporté cet article dans le Code du travail en créant un nouvel article dans le contrat de travail dans le Code du travail qui était le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Et donc, la notion de loyauté dans l'exécution du contrat est arrivée dans le Code du travail. Ce n'est pas un hasard non plus, parce que
devant le Conseil des prud'hommes, comme nous n'avions pas la notion de harcèlement moral, comme nous n'avions pas l'obligation de sécurité de résultat à l'époque, nous nous servions des dispositions du Code civil pour dire le contrat n'est pas exécuté de bonne foi et l'employeur a manqué à son obligation de loyauté. C'était très dur de se faire entendre devant le Conseil des prud'hommes en invoquant les dispositions du Code civil. Donc voilà un peu, pardon d'avoir été un peu longue, mais c'est toujours intéressant de savoir comment les choses se créent, comment la norme advient finalement dans le quotidien des gens, comment elle est arrivée et comment on s'en sert maintenant. Donc voilà le point historique qui est fait. Maintenant, parlons de la question de la charge de la preuve, parce que ça c'est très préoccupant. Alors, ça n'est évidemment pas la parole de l'un contre la parole de l'autre, sinon on n'en sort pas. Le législateur, inspiré par la jurisprudence européenne, vous voyez que l'Europe, ce n'est pas que du mauvais quand même pour le droit du travail, il y a aussi du bon. Pas que, mais il y en a. Le législateur français avait l'obligation, entre guillemets, de respecter la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, qui ne s'appelle plus comme ça, qui s'appelle de l'Union européenne. Maintenant, elle s'appelait CJCE, elle s'appelle CJUE maintenant. Et la Cour de justice disait ceci. Elle disait, en matière de discrimination, le salarié discriminé ne peut pas prouver, puisque les éléments de preuve sont dans l'entreprise. Par conséquent, il faut que le salarié qui se pense discriminé fasse un certain nombre d'allégations, présente des faits qui, écoutez-moi bien, laissent présumer l'existence d'une discrimination. Et la Cour de justice disait que le harcèlement était l'équivalent d'une discrimination et que par conséquent, le harcèlement devait être traité comme les discriminations. C'est-à-dire que le salarié devait présenter des faits qui laissaient présumer l'existence d'un harcèlement et ensuite il appartenait à l'employeur de prouver que les faits dénoncés par le salarié résultaient d'un comportement ou d'une décision objective de sa part, étrangère à tout harcèlement. Alors c'est un peu chinois ce que je vous dis, je vais vous prendre un exemple. Un salarié qui se plaint de différents faits qu'il considère comme étant un harcèlement dit par exemple on m'isole et d'ailleurs sur les plannings de travail on fait en sorte que je ne puisse jamais déjeuner avec mes collègues. C'est un fait, je vous donne l'exemple. Si l'employeur est incapable d'expliquer pourquoi, en se fondant sur des raisons objectives, pourquoi c'est toujours ce même salarié qui doit déjeuner tout seul, là, on aura la preuve d'un fait de harcèlement. Vous voyez, c'est une preuve en creux, c'est-à-dire que le salarié présente des faits. Alors, je vous passe la bataille. En 2002, c'était le salarié présente des faits. Hop, la droite revient au pouvoir. Vous vous rappelez, le 21 avril 2002, n'est-ce pas? Hop, Chirac revient. Hop, l'Assemblée décide de modifier le texte. L'Assemblée de droite décide de modifier le texte et elle dit le salarié établit les faits. Mais aujourd'hui, nous sommes revenus à une plus grande orthodoxie sur la présentation et plus l'établissement, parce que la France s'est fait allumer par la Cour de justice qui lui a dit non. Là, il n'y a pas d'aménagement de la charge de la preuve si le salarié doit établir. Le salarié doit présenter. D'accord ? Alors, ça a été un bins sans nom. Entre 2002 et 2008, les conseils de prud'homme faisaient absolument n'importe quoi, demandaient aux salariés de tout prouver.
Et la Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts de principe en 2008 en disant « Écoutez-moi les petits gars, je vais vous réexpliquer comment on fait. Vous ne devez pas demander aux salariés de tout prouver. Ils présentent et patins, etc. » Voilà, et c'est comme ça que ça se passe. Donc aujourd'hui, quand on estime qu'on est victime d'un harcèlement moral, il ne faut pas se dire « Mon Dieu, mais je ne pourrais rien prouver ». Il faut surtout savoir présenter des faits. Ça veut dire présenter des correspondances qui ont été échangées, que ce soit des mails, etc. Ça veut dire évidemment un récit, quelque chose qui relate de manière objective les choses. Voilà, nous sommes 4, il y en a 2 qui font ci, 2 qui font ça. Moi, j'ai tels horaires et j'ai voulu demander un aménagement d'horaire pour amener ma fille à l'école. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Donc, des choses très précises qui sont pour l'avocat que je suis très, très chronophage, je dois le dire, puisqu'il faut prendre l'ensemble des faits. Autre élément important, la Cour de cassation a dit au juge, attention, vous ne devez pas prendre chaque fait isolément, puisque évidemment, chaque fait isolément ne constitue pas un harcèlement, et donc le salarié ne doit pas établir chaque fait pris isolément, mais le juge doit considérer l'ensemble des faits pour dire si oui ou non il y a un harcèlement moral. Donc, l'ensemble des éléments de preuve sont bienvenus. Ça peut être des notes que vous avez prises, ça peut être des plannings, ça peut être des courriers échangés, ça peut être évidemment la preuve reine formidable, enfin que tout le monde pense être une preuve reine, mais qui ne l'est pas vraiment. C'est un élément, ce sont les témoignages, évidemment. Mais ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à avoir de témoignages que pour autant le dossier est voué à l'échec. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent entrer en considération. Ça peut être les questions des délégués du personnel lors de la réunion, les réponses de l'employeur, les PV du CHSCT. Tout ceci sont des éléments qui ne sont pas des éléments confidentiels que chaque salarié de l'entreprise doit pouvoir consulter et produire. D'accord ? Et puis il y a aussi, évidemment, l'état de santé, la dégradation de l'état de santé. Moi, je considère que le tableau clinique peut être un élément de preuve. C'est-à-dire que utiliser, voilà, la dégradation, vraiment faire une espèce de lien en disant voilà ce qui s'est passé à tel moment et voilà comment la santé s'est dégradée sur une personne qui n'avait pas d'état antérieur auparavant. Là, c'est intéressant aussi de faire témoigner les proches, les amis, la famille, qui, comme je le dis souvent à mes clients, ne sont pas forcément des menteurs parce que c'est votre ami, votre mari, votre frère ou votre cousin. Il suffit de déclarer le lien de parenté. On peut parfaitement témoigner quand on est proche. Simplement, il faut déclarer son lien de parenté. Et on peut d'autant plus témoigner qu'on est proche, qu'on connaît bien la personne, comment elle était auparavant. Est-ce qu'elle aimait son travail? Est-ce qu'elle était enjouée? Est-ce qu'elle avait des soucis de santé? Est-ce qu'elle dormait toute la journée? Est-ce qu'elle mangeait plus? Est-ce qu'elle dormait plus? Enfin, donc il faut décrire la personne, comment elle était auparavant, ce qu'elle est devenue, ce qu'elle racontait de son travail. Alors, évidemment, de l'autre côté, on va vous dire, oui, mais il n'était pas là. Mais non, bien sûr qu'il n'était pas là, on lui a raconté. Mais enfin, un qui raconte, 2 qui racontent, 3 qui racontent, ça finit par faire une bonne présomption, quand même. Surtout que, moi je suis toujours prête à dire, mais si vous ne les croyez pas, faites-les venir, ils déposeront à votre bar, vous leur poserez toutes les questions de la terre, et puis vous verrez bien si c'est des menteurs. Bon, voilà, ce genre de choses peuvent être articulées dans un dossier, donc y compris le dossier médical. Alors attention, sur le dossier médical, il faut savoir qu'on peut avoir la copie intégrale de son dossier médical du travail, que chaque salarié peut en demander la copie au médecin du travail qui ne peut pas refuser. Attention, l'avocat ne peut pas le demander, il y a secret médical,
Seul le patient, la personne peut demander ce dossier médical. Et ensuite le communiquer à son avocat. Et ensuite, moi, je fais le tri sur ce que je communique ou pas. Ça veut dire que je me permets, compte tenu du secret médical, d'enlever des informations dont je considère qu'elles n'ont pas à être portées à la connaissance de l'employeur, que ce soit si je vois hystérectomie, machin, j'enlève tout ça. J'enlève tout ce qui ne concerne pas le travail, parce que je considère que ça n'a pas à être porté à la connaissance de l'employeur. Et donc il y a une manière de préserver le secret médical. Et à partir de là, je mentionne, sans mentir, extrait du dossier médical de Madame Machin ou de Monsieur Bidule. Bon. Voilà. Donc, vous savez aussi qu'il y a une très grosse offensive des patrons pour déposer des réclamations devant le Conseil de l'Ordre contre les médecins qui délivrent des certificats. Et vous avez des médecins qui sont même terrorisés. D'ailleurs, il vient d'être rendu un rapport sur le sujet parce que il y avait quasiment jamais de plaintes des employeurs, et là, il y en a des centaines. Dans toute la France, je crois qu'il y en a eu 650 en une année, ce qui est beaucoup. Enfin, ce qui n'est pas énorme, mais ce qui est beaucoup quand même. Alors, il faut être très prudent. D'abord, déjà, j'invite les médecins à consulter les certificats, les modèles de certificats médicaux qui se trouvent sur le site Souffrance et Travail, puisque notre équipe a rédigé des modèles qui permettent aux médecins de ne pas se retrouver en difficulté. C'est-à-dire de ne jamais dire « Monsieur Machin est victime d'un harcèlement moral ». Non. Il faut décrire les symptômes, dire qu'il le suit depuis telle date, qu'il n'a jamais eu d'épisode dépressif auparavant, qu'il lui dit ceci, il dit cela, et que l'ensemble de ces symptômes est compatible avec ce que le patient qualifie de harcèlement moral sur son lieu de travail. Comme ça, le médecin ne dit pas « j'y étais », c'est un harcèlement moral, et en même temps, il ne trahit pas son serment, il ne fait qu'une description. Donc vous voyez, il y a toutes sortes de manières, mais tout ça nécessite beaucoup de précision, beaucoup de subtilité, beaucoup de nuances et beaucoup de temps. Donc voilà sur la question de la charge de la preuve. Alors sur la souffrance au travail, les questions de surcharge, de burn-out, etc., c'est la même chose. C'est-à-dire que en matière de sécurité, c'est à l'employeur de prouver qu'il a pris toutes les mesures pour que vous ne tombiez pas malade. Donc, c'est la prévention collective, c'est la prévention individuelle, c'est le contrôle de la charge de travail, l'évaluation de la charge de travail, c'est vous donner les moyens de travailler, des moyens pertinents. Ça veut dire que si on vous fait remplir un poste, que si sur votre poste vous faites le boulot de 2 personnes, juridiquement ça pose une difficulté. Alors vous allez me dire, et c'est vrai, que le droit n'est pas en phase avec la réalité quotidienne. C'est vrai, mais quand on fait un procès, eh bien, le droit, c'est ce dont on se sert. Alors là, il va falloir ouvrir une fenêtre encore, parce que je vais fondre, vous allez retrouver une plaque au pied de la table. On ouvre un petit peu, on refermera après. Donc sur les questions de sécurité, même si je n'entre pas dans les détails, la Cour de cassation a un petit peu amodié la question de l'obligation de sécurité de résultat. On dit maintenant que c'est une obligation de moyens renforcés. Enfin, c'est n'importe quoi. Ça ne change pas grand-chose dans les faits, enfin, dans les faits d'un dossier. Donc, en matière de souffrance au travail, c'est-à-dire de surcharge, qu'il s'agisse d'une surcharge en horaire, une surcharge mentale aussi, c'est-à-dire vous faites vos horaires, mais en réalité, on vous en balance tellement sur
la trombinette que votre cerveau est en ébullition. Donc, tout ça, c'est comme, si vous voulez, l'employeur, il a le pouvoir sur vous. Il a un pouvoir disciplinaire. C'est quand même le seul domaine du droit où votre co-contractant peut vous sanctionner. Il n'y en a pas d'autres. Hein. Mais en échange de ce pouvoir disciplinaire et de la subordination dans laquelle vous êtes, l'employeur a un pouvoir d'organisation du travail. Et dès lors qu'il organise le travail, il se doit de respecter les rythmes biologiques, le niveau raisonnable de charge de travail. Et vous verrez, si vous lisez l'article L4121-2, il y a notamment un alinéa que moi j'aime beaucoup, qui dit que l'employeur doit adapter le travail à l'homme. Eh oui, c'est un conte de Noël. Mais je vous assure que je m'en sers et que ça marche. Voilà. Donc ça n'est pas qu'un conte de Noël. Alors il me faudrait une petite serviette en papier pour m'éponger. Alors, super, merci. Donc, voilà pour la question de la charge de la preuve. Vous voyez, il faut se poser les bonnes questions. C'est pas oh punaise, tout est de ma faute, je m'organise mal. C'est parce que c'est ça qu'on vous dit, hein, grosso modo. On dit oui, mais t'es trop perfectionniste, qu'est-ce que je te dis? T'en fais trop. Et puis t'es pas très bien organisé non plus parce que tu veux faire trop de trucs. Il y a délègue. Tu t'investis trop aussi. Ou tu t'investis trop. Voilà. Bon, ce genre de choses, c'est un peu le lavage de cerveau. Donc il faut revenir au truc. Bon, alors on va prendre les chiffres. Souvent les chiffres parlent. Hein. Faut objectiver les choses. Faut pas culpabiliser parce que grosso modo, quand même. Tous les gens qui travaillent, 98%, je dirais, sont des gens très investis dans leur travail et pas du tout des tirs au flanc. Et pas du tout des gens mal organisés. Ou alors, s'ils sont mal organisés, c'est peut-être que le travail lui-même est mal organisé, mais voilà. Je ne dis pas que la perfection est du côté des salariés et la perversion du côté de l'employeur. Je ne dis pas ça du tout. Je dis que si on s'intéresse aux choses objectivement, il y a toujours le moyen, enfin il y a vraiment en général le moyen de se dire non, c'est pas moi qui suis en cause, non pas pour fuir ses responsabilités, mais aussi parce que l'employeur a une responsabilité et que cette responsabilité, eh bien il faut l'assumer. Alors maintenant, troisième point de mon exposé, la question du pénal. Parce que ça, c'est une question qui turlupine énormément les salariés qui viennent me voir et qui me disent à peu près 2 fois sur 3, moi j'ai envie d'aller au pénal. Moi je veux qu'il soit condamné. C'est un puis je veux qu'il ait de la prison, des amendes, etc. Alors là, là, je dis, on va se calmer un petit peu pour ne pas avoir des mauvaises aventures. Alors, premièrement, en pénal, tout ce que je vous ai dit sur l'aménagement de la charge de la preuve, vous l'oubliez. Parce qu'au pénal, il y a la présomption d'innocence. Ce qui veut dire que c'est celui qui dépose la plainte, c'est-à-dire la victime, éventuellement avec l'aide du procureur de la République, mais c'est pas sûr, qui doit prouver absolument tout et que le délit est bien constitué. Ce qui veut dire que ce n'est pas facile du tout et que le harcèlement moral est une infraction complexe. Et ce n'est donc pas une infraction formelle.
quand, par exemple, vous franchissez un feu rouge, il y a une infraction. C'est facile, le feu était vert, il était orange, il était rouge. Vous avez franchi rouge, pouf, l'infraction est constituée. Le harcèlement moral, c'est pas ça. C'est une masse de faits, d'omissions, d'abstention, de comportements, de regards, d'embrouilles sur le bulletin de salaire, bref, des tonnes de bricoles qui, prises isolément, sont en effet des bricoles, mais qui ne constituent le délit qu'une fois rassemblés. Donc le pénal, c'est très très difficile d'y aller. Moi, je déconseille d'y aller, sauf si on a le procureur avec nous, c'est-à-dire qu'il s'est passé un truc très grave dans la boîte. Le procureur ouvre ce qu'on appelle une enquête préliminaire. Alors, je vous fais le distinguo entre l'enquête préliminaire et l'information judiciaire. Ce sont des termes que vous entendez constamment dans les médias. Le procureur a ouvert une enquête ou le procureur a ouvert une information. C'est pas du tout pareil. Une enquête préliminaire, c'est le procureur qui agit tout seul. Il dit au policier, comme dans Engrenage par exemple, il dit allez-y, enquêtez-moi là-dessus, et la police a beaucoup de marge de manœuvre, puis de temps en temps elle va voir le procureur. Enfin non, dans Engrenage c'est plutôt des informations judiciaires parce qu'il y a un juge d'instruction. Mais enfin c'est un peu pareil avec le procureur, il va voir, il dit ouais alors on a trouvé ci, ça, il faudrait que vous puissiez aller, ouais, bon, non, allez-y, bon, voilà. Donc ça c'est l'enquête préliminaire. Le procureur bosse tout seul avec les policiers. Et vous, la victime, ou vous, celui qui va être mis en cause, vous n'avez pas l'accès au dossier, vous ne savez pas ce qui se passe, vous ne pouvez rien demander, et vous êtes dans un système qui est non contradictoire et opaque. Le procureur peut aussi décider à un moment que c'est trop compliqué et qu'il faut désigner un juge d'instruction. Et ce juge d'instruction, c'est dans ce cas-là qui dit qu'il ouvre une information judiciaire. Et là, vous avez 1, 2 ou 3 juges d'instruction. Mais comme il y en a très peu en France, ne comptez pas sur le procureur pour vous désigner un juge d'instruction. Ça peut se faire d'une manière forcée, mais je ne rentre pas dans les détails. Donc, quand on a le procureur avec nous, l'inspecteur du travail avec nous, qui dresse procès-verbal, là, on y va, on fonce. On se constitue partie civile, on participe à l'enquête pénale, on va au procès. Oui, là, oui. Quand on a un syndicat qui vous accompagne, qui peut vous amener toutes sortes de témoins et des témoins courageux qui vont témoigner, là, on y va aussi. Mais quand on est tout seul, isolé, en arrêt de travail depuis 6 mois ou plus, on ne va pas au pénal. C'est beaucoup trop dangereux, c'est beaucoup trop difficile, c'est beaucoup trop aléatoire et en plus, ça peut générer un retour de bâton déplorable qui est la dénonciation calomnieuse. D'accord ? Qui n'existe pas en civil. Hein. Autant en civil, on peut raconter ce qu'on veut devant un tribunal, mais quand je dis ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut. Aucune poursuite en diffamation ou en dénonciation calomnieuse n'est possible sur les propos qu'on tient, l'argumentation qu'on a devant une juridiction civile. Autant au pénal, on s'expose à se prendre un retour de bâton. Parce qu'évidemment, la procédure pénale, c'est une procédure infamante. D'accord ? Donc, celui qui a été traîné dans la boue, il veut réagir avec la même vigueur avec une infraction pénale qui est la dénonciation calomnieuse. D'accord ? Donc le pénal à consommer avec modération. Surtout que il n'y a pas de politique pénale concernant le droit du travail. Sauf
pour une seule infraction en droit pénal du travail. 2 infractions. Non, une vraie politique pénale, c'est le travail illégal, c'est-à-dire le travail au noir, et le travail clandestin, avec donc des travailleurs qui n'auraient pas leur papier. Alors ça, c'est poursuivi. C'est des infractions de droit du travail, ça c'est poursuivi. Mais tout ce qui concerne l'entrave au comité d'entreprise, la discrimination, le harcèlement moral, il n'y a pas de politique pénale. C'est-à-dire que le ministère de la Justice ne mobilise pas d'effectifs suffisants pour permettre à des procureurs de faire leur boulot. Alors attention, quand ils le font, que ce soit les procureurs ou la police, ils le font très bien. C'est-à-dire qu'on a des fonctionnaires de qualité qui s'intéressent à ce qu'ils font et qui font vraiment très très bien le boulot. Donc, c'est rassurant, mais ça concerne un tout petit... voilà, on s'occupe beaucoup plus de la délinquance non patronale que de la délinquance patronale. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on demande? Ça fait longtemps que je parle. Bon, qu'est-ce qu'on demande? On demande des dommages et intérêts. Alors là aussi, on demande la résiliation du contrat, on demande des dommages et intérêts, on demande un tas de choses. Mais je veux dire quelque chose sur les dommages et intérêts. Ce qui est censé réparer un harcèlement moral ou une atteinte à la santé devant les juridictions civiles, c'est assez décevant. Alors, je sais que les gens ne le font pas pour l'argent. Mais enfin, l'argent est quand même la représentation de ce qu'on imagine avoir besoin comme reconnaissance au-delà des mots du jugement. Hein. C'est décevant. Alors, je vais vous dire que la plus grosse condamnation que j'ai obtenue, moi, sur du harcèlement moral, et c'était pour des personnes qui avaient une très grande ancienneté, qui avaient été abîmées vraiment, dont j'ai obtenu la rupture du contrat au tort de l'employeur, etc. Je ne vous parle pas des indemnités que j'ai obtenues au titre de la rupture et du fait qu'elle était donc abusive, puisque causée par le comportement fautif de l'employeur. Mais sur le harcèlement moral lui-même, la plus grosse condamnation que j'ai obtenue, c'est 12 mois de salaire. D'accord? Donc, ça n'est pas du tout considérable et ça va plutôt, ça tourne autour de 1, 2, 3, 4, 5 mois, 12 mois. Là, j'avais vraiment obtenu quelque chose d'important, mais c'était des personnes qui avaient 30 ans d'ancienneté. Hein. Voilà. Alors, dernier point que je ferai assez rapide pour vous laisser la parole, c'est la question de est-ce qu'on fait reconnaître un accident du travail, est-ce qu'on fait reconnaître en maladie professionnelle. Alors, là, on entre en plein dans le vif du droit de la sécurité sociale, qui est un droit très technique, pas ou peu enseigné, et sur lequel il n'y a pas vraiment de bouquin. Donc c'est très très pratique. Il y a des bouquins, j'exagère un peu, mais très peu, et c'est, voilà, en fait, on apprend en faisant, en réalité. Alors, un accident du travail, c'est par exemple, vous avez un entretien d'évaluation, ça va déjà pas bien, et puis alors, l'ordre de l'entretien d'évaluation, c'est la descente aux enfers, on vous met, répond pas aux attentes, gna gna gna, peut mieux faire, gna gna gna, et le truc, c'est un cauchemar. Et là, vous faites une grosse crise, un gros malaise, tremblement, sueur, etc. C'est un accident du travail, ça. Il faut le faire sur le lieu de travail. Alors, c'est au temps et au lieu de travail. Il faut aller à la médecine du travail, mentionner au registre, faire la déclaration. Et là, surtout, quand on fait
quand on déclare l'accident, il ne faut surtout pas dire ce que vous êtes tous tentés de dire parce que vous êtes très honnêtes et que vous n'êtes pas des imbéciles. Ça allait pas du tout depuis très longtemps, alors il m'avait déjà dit ça, après il m'a dit ça, après il m'a fait ça. Et puis l'apothéose, c'était l'entretien d'évaluation. Surtout pas faire ça. Et oui, il faut lutter contre votre sincérité. Parce que la sécurité sociale va vous dire « je ne suis pas capable de déterminer le fait accidentel ». Voilà. Donc il faut de préférence un seul fait accidentel ou 2 ou 3, mais très rapprochés. Ne remontez surtout pas plusieurs mois en arrière. Non, non, non. Il faut qu'il y ait des faits genre 1 jour, 2 jours avant, mais n'allez pas plus loin. Donc, voyez la difficulté de faire reconnaître un accident du travail parce qu'il faut que ce soit vraiment précis, que ça cause une lésion. C'est pareil. Si, par exemple, vous voulez faire votre fier et votre fiero, là, votre fierotte, et vous sortez en disant « je ne pleurerai pas devant lui, je ne dirai rien », et que vous vous écroulez le lendemain. Pas bon. Non, c'est pas bon. Ben oui, non, mais voilà. Il vaut mieux... Voilà, il vaut mieux que ce soit vraiment au temps et au lieu de travail et tout de suite. Alors c'est affreux ce que je vous dis, je vous demande d'être... mais je vous explique sinon la difficulté. Voilà. Ça veut dire qu'il faut pas être trop fier. Ça ne veut pas dire qu'il faut être calculateur et simuler. Non. Ça veut dire qu'il ne faut pas se retenir. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Alors ça, c'est l'accident de travail. La maladie professionnelle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors ça va pas du tout. C'est comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. En fait, à un moment, boum, vous ne pouvez plus vous lever. Donc là, évidemment, ce n'est pas un accident du travail, c'est une reconnaissance de maladie professionnelle. Et là, c'est un calvaire. C'est un marathon. C'est un labyrinthe, c'est tout ce qu'on veut. Il faut vous armer de beaucoup de détermination. Et surtout, il faut commencer par vous demander si... Parce qu'il existe des tableaux de maladies professionnelles pour les gens qui sont, par exemple, dans la boulangerie et qui sont allergiques à la farine, par exemple. C'est une maladie professionnelle au tableau. Donc ça, c'est reconnu automatiquement. Mais la dépression, tous les syndromes anxio-dépressifs d'une manière générale ne sont pas des maladies professionnelles. Ils ne sont pas inscrites au tableau. Il y a une possibilité de reconnaissance complémentaire. Et cette possibilité de reconnaissance complémentaire n'est intéressante à mettre en œuvre, parce que c'est une vraie galère quand même, que si vous avez atteint, pendant la maladie, 25% d'IPP. Or, 25% d'IPP, c'est beaucoup. Ça veut dire qu'il faut être vraiment esquinté. Et je ne vous le souhaite pas. C'est-à-dire que il faut être un peu pendant ce qu'on appelle une dépression sévère ou majeure. Ça veut dire que vous ne sortez plus de votre lit, que vous ne pouvez plus faire vos courses, que vous ne pouvez plus vous occuper de vos enfants, que vous ne savez plus vous occuper de vos papiers, que vous ne conduisez plus votre voiture, que vous êtes un mort-vivant. Hein. Donc ça, on va le souhaiter à personne, mais avec éventuellement une hospitalisation en psychiatrie, avec éventuellement une tentative de suicide. Donc voilà, 25%, c'est un taux qui est très élevé. Donc ça veut dire qu'on est vraiment tombé au fond du trou et qu'on est un rescapé en réalité. Donc si on est un rescapé, on peut tenter la reconnaissance de maladie professionnelle. Ça, on fait une déclaration, alors là c'est pareil, il faut qu'elle soit bien remplie parce que sinon c'est la merde pour 3 ans assurée. Enfin excusez-moi, on est filmé et je dis quelques gros mots quand même. Donc il faut que ce soit bien rempli. Et ensuite, il faut l'envoyer à la Sécu. Et la Sécu, elle le transmet à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, C2RMP, qui va dire si oui ou non il y a le taux. Puisque si la Sécu transmet, c'est qu'il y a le taux. Donc on a passé le premier barrage.
Mais après, c'est le C2RMP qui doit dire s'il y a un lien direct et essentiel avec le travail. Ça, c'est la deuxième partie de la baston. Et on continue devant le tribunal si on n'a pas obtenu le lien essentiel et direct avec le travail. Voilà, donc, évidemment, il faut pas se lancer tout seul là-dedans. Alors, je ne veux pas dire qu'il faut absolument un avocat, mais il ne faut pas le faire tout seul. Voilà. Voilà, je m'arrête là parce que j'ai déjà trop parlé. Juste une précision, je voudrais, par rapport à la maladie professionnelle, hein, donc je travaille en pathologie professionnelle, donc je connais un peu la démarche. Donc en fait, le taux de 25%, c'est pas acquis, c'est juste une évaluation du médecin conseil, du taux de... Après, ça passe en C2RMP, effectivement. Ça ne veut pas dire qu'on aura un taux de 25% à la sortie. à l'arrivée. Voilà. Sauf une précision, je vois beaucoup de déclarations à l'heure actuelle de maladies professionnelles sur ce sujet, et il y a quand même des accords de plus en plus qui m'intéressent sur la démarche, là, alors qu'avant, on avait un accord trouvé sans dossier. Ouais. C'est pas inintéressant ce qui se passe, ça progresse. Je ne veux pas dire que c'est une prise de conscience totale. Le parcours est long, 9-10 mois de temps que le dossier... mais voilà, c'est pas forcément une finalité, c'est pas forcément une solution, la maladie professionnelle dans ce domaine. Alors je confirme ce qui vient d'être dit, les 25% c'est une évaluation, c'est ce qu'on appelle un taux d'entrée. Voilà. Ça ne veut pas dire que une fois que vous serez consolidé, vous aurez 25%. Donc ça aussi, ça pose un problème parce que la rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle, elle est calculée sur votre taux. Mais votre taux divisé par 2. Ça, il aurait fallu que j'aille jusqu'en 1898 pour vous l'expliquer pourquoi on divise par 2. Mais je ne vous l'expliquerai pas, c'est trop technique. Sachez que jusqu'à 50% d'IPP, on divise par 2 le taux. Et au-delà de 50% d'IPP, on ne le divise plus. Donc si vous avez 75% de taux d'IPP, eh bien en réalité, vous avez 25 et 25, ça fait 50. Vous avez une rente à 50% seulement. D'accord? Alors après, et là par contre, il faut prendre un avocat. Parce que personne ne sait expliquer sinon ça. Et un avocat spécialisé. C'est qu'il faut se poser la question de savoir si c'est mieux de rester en maladie ordinaire ou en accident du travail. Pourquoi? En maladie ordinaire, vous avez les IJSS qui sont complétés par l'employeur dans un premier temps, pendant un certain délai suivant la convention collective. Et une fois ce délai épuisé, expiré, vous avez la prévoyance qui se met en route. Donc le contrat groupe que l'employeur a souscrit avec une compagnie d'assurance qui va compléter votre salaire sans limitation de durée. Jusqu'à tant que la Sécu paye, c'est-à-dire tant que le médecin conseil de la Sécu valide votre arrêt, la prévoyance paye. Alors bien sûr, de temps en temps, la prévoyance, elle peut vous envoyer voir son expert en disant « Dis donc, il charrie un peu celui-là, je trouve, à être en arrêt de travail ». Mais moi, jusqu'à présent, je n'ai jamais vu un médecin expert de la prévoyance qui disait que l'arrêt n'était pas justifié, alors que la sécurité sociale elle-même n'avait pas posé de problème. Donc, grosso modo, tout ce que j'ai vu, c'est que tant que la Sécu paye, la prévoyance paye. Et elle paye même une fois le contrat de travail rompu. Et elle paye également quand au bout des 3 ans, d'IJSS, on arrive à l'invalidité première ou deuxième catégorie. Et bon, je ne le souhaite à personne, évidemment, d'arriver ni en première ni en deuxième catégorie, mais enfin, c'est pas la fin du monde non plus, ça n'est que quelque chose de temporaire. C'est-à-dire que c'est un droit, ça n'est pas une infamie. C'est-à-dire que si on vous déclare en aval 1 ou 2, ça veut dire que vous avez perdu
non pas de vos capacités mentales, mais de vos capacités de gain, donc vos capacités de travail. Mais vous avez parfaitement le droit de travailler. Simplement, ce que vous gagnez d'un côté, la Sécu ne vous le versera pas de l'autre. Et si vous ne travaillez pas, la Sécu vous versera. Mais l'intérêt de rester quelquefois en maladie ordinaire, c'est que la prévoyance complète la rente d'invalidité, mais la prévoyance ne complète pas la rente accident du travail. Donc, quelquefois, c'est pour ça que je vous dis, voilà, il faut l'évaluer, il ne faut pas faire n'importe quoi, et ça, vous ne pouvez pas le deviner tout seul. Et ça, moi, je l'ai trouvé, mais je l'ai trouvé à force c'est-à-dire, quelquefois, je vais dire à quelqu'un, alors non, vous avez une excellente prévoyance, on ne va pas faire d'accident du travail, on va utiliser le truc jusqu'au bout, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Hein. Qu'est-ce que vous avez comme enfant? Qu'est-ce que vous avez comme crédit? Et quel âge vous avez? Enfin, vous voyez, l'avocat pose des questions très indiscrètes, en général. J'avais 4 points. Le premier, je fais partie des médecins qui ont eu la joie de passer au Conseil de l'Ordre. Alors, je suis psychiatre. Il est même interdit de mettre rumination parce que vous n'êtes pas dans sa tête. Donc, vous n'avez pas de rapport de cause à effet naturellement. Vous avez mis des guillemets pour retracer juste la biographie. Et vous avez tout mis au conditionnel et fait aucune conjonction de coordination. Et vous avez quand même un procès où si le plaignant ne retire pas sa plainte. Voilà. Donc, les rapports des médecins, j'en reçois plein parce que les gens ne le savent pas, mais si l'entreprise porte plainte, c'est extrêmement compliqué. Et on n'a pas du tout envie de se taper ça régulièrement. Quoi. Ça prend 2 après-midi, ça coûte 2000 €, et vous avez droit à la corrida avec plantage de banderilles, ça fatigue. Deuxièmement, moi j'ai de plus en plus de médecins de Sécu qui remettent au travail dans les 18 mois. Donc là, j'ai eu toute une vague. Donc, si on calcule sur la prévoyance, ça peut être aussi risqué. C'est un poker menteur. Troisièmement, la maladie professionnelle, est-ce qu'il est possible de la déclarer n'importe quand? Oui. Non, pas vraiment. Si. Ben, il y a la déclaration, oui. Mais il y a la question des 2 ans. À partir du moment où le salarié a pu faire... La sécu en général. Oui, mais 2 ans, à partir du moment où le salarié a eu des informations sur le fait que c'était en lien avec le travail. Donc, la première constatation. Alors, constatation médicale, voilà. Voilà. Constatation médicale. Le médecin peut faire une déclaration voilà. sur un papier de maladie professionnelle voilà. si j'estime que c'est possible. Voilà. Alors moi j'en fais peu parce que j'estime que j'ai mal bossé. Si les gens ont 25%, ça me déprime. Donc avis aux amateurs, c'est pas bon. Et quatrièmement, et j'en finirai là, l'accident du travail. Je vous lis, bonjour docteur, j'ai eu de très gros soucis au travail samedi, 11h du soir, travail de nuit, avec monsieur machin qui m'a insulté, a bloqué mon véhicule personnel avec un véhicule de service, a refusé de me montrer le travail, m'envoie ramasser les crottes, il est dans sa chenille, etc. Donc, il a fait je l'ai envoyé faire sa déclaration d'accident du travail le lundi. Est-ce que c'est valable? Oui, c'est valable. On a un délai? On a 2 ans. Ah, 2 ans, bon, ça va. Merci. Bah, si, on a... Enfin, allez-y, je laisse répondre. Le certificat médical doit être fait tout de suite. Ah oui, voilà. oui. Initial, le certificat initial est fait rapidement et la déclaration d'accident, on a 2 ans pour la faire, pardon. C'est samedi soir. Non, mais oui, ça va. Ça va. Ça dépend du médecin conseil. Non, mais c'est 48 heures. Non, mais ça dépend. Moi, j'ai eu un chauffeur taxi qui s'est fait tirer dessus la nuit pour piquer sa caisse. Ça a été refusé parce qu'il n'avait pas de témoin. Un accident de travail. Donc,
toujours possible. Non, mais en termes d'accident de travail, Alors, Merci. je vous en prie, je dis juste un petit mot sur les médecins conseils. Alors, c'est très variable, c'est-à-dire que il y a des médecins conseils, en effet, qui remettent au travail, soit en prenant des gants, soit en prenant pas de gants. Il y a des médecins conseils qui disent, écoutez, ça va être très compliqué de retravailler dans cette entreprise, mais il faut sortir de la situation de maladie, ce avec quoi on peut être en accord absolu. Et donc, il dit, bon, voyez avec votre avocat où en est la procédure, machin, mais on peut prévoir un départ en inaptitude via le médecin du travail. C'est-à-dire que les médecins conseils, ils sont aussi pris dans un truc compliqué aussi. Et moi, franchement, je ne favorise pas le maintien en arrêt de travail trop longtemps, parce que plus on reste éloigné longtemps du travail, plus c'est dur d'y retourner. Mais là, je ne peux pas exposer tout ce qui fait qu'on va décider de prolonger ou pas. C'est souvent tard. Les consultations sont pleines. Là, j'en ai reçu une ce matin. Elle a 1 an d'arrêt de travail. Le médecin conseil a tout arrêté. Elle a la double peine, là. Voilà. C'est ça. Il faudrait bien dire aussi qu'il faut que les consultations soient précoces. Ouais. Si vous avez des consultations précoces, vous avez toute chance de ressortir avec une restitution ad integrum. Vous n'êtes pas forcé de vous trimballer un syndrome post-traumatique pendant 100 ans. Voilà. Donc, mais ça, à condition d'avoir pas déjà pris le karma, dépression, maladie, pendant des mois et des mois. Alors, je sais qu'il y a plusieurs doigts qui sont levés, mais j'avoue que Là, c'est vrai, ça fait longtemps. Je témoigne. Bon, moi, je suis représentante du personnel dans la banque d'un monde qui change. Et les conditions de travail changent, mais pas dans le bon sens. Et on a beaucoup de problèmes. Alors, la question qui m'intéresse, c'est plus au niveau droit du travail. C'est que, bon, on obtient des condamnations. La Cour d'appel a condamné l'entreprise à plusieurs fois. Mais il n'y a pas de publicité, sauf rares cas, parce que les journaux, ils ont du mal ils sont très financés par les banques, c'est des annonceurs, etc. Donc la question c'est, est-ce que vous avez déjà vu que des personnes demandent la publication, soit dans la presse, soit sur le site de l'entreprise, et est-ce que vous avez déjà vu que ça soit obtenu accordé par les tribunaux? Alors je le demande tout le temps, et je l'obtiens jamais. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de casier judiciaire prud'homal des entreprises. On n'est pas sur le chemin d'obtenir le casier judiciaire prud'homal des entreprises. Non. Alors, on demande la publication. Moi, je la demande très souvent, mais je ne l'obtiens pas. Bonsoir, j'aimerais bien avoir votre avis par rapport au flou artistique qui règne à partir du moment que l'aptitude est actée jusqu'au licenciement. Parce que je suis là-dedans. Aptitude, l'inaptitude. Ah, l'inaptitude, oui, c'est ça, j'avais compris. Alors, quand il y a un avis d'inaptitude, je ne vous parlerai pas du changement de régime de contestation d'inaptitude organisé par la loi travail, parce que c'est un chaos organisé. Mais donc l'employeur a ensuite 1 mois, si c'est une inaptitude d'origine non professionnelle, c'est-à-dire non liée à un accident du travail, non liée à une maladie professionnelle, l'employeur a 1 mois pour chercher un reclassement ou procéder à votre licenciement. Attention, il a plus qu'1 mois, mais disons que pendant 1 mois, il peut réfléchir, il peut faire semblant de chercher ou chercher, mais il ne vous doit pas le salaire. Donc, moi, ce que je fais habituellement, ce que je dis à mes clients de faire, c'est, parce que ça se termine dans 95% des cas par un licenciement, il y en a qui disent, remettez-vous en arrêt de travail. Moi, je trouve que c'est pas terrible de se remettre en arrêt de travail. C'est juridiquement possible, mais enfin bon, voilà. Je suis pas très pour moi ça. Par contre, je dis, prenez vos congés, demandez à être placé en situation de congé payé. Comme ça,
vous avez, et ça dégonfle le compteur de congés payés pour limiter la carence ensuite pour Pôle emploi. Voilà. Donc j'utilise cette technique. Vous, ça vous permet d'avoir un revenu, de plus être en situation de maladie, éventuellement même de partir en congé. Et après, il est obligé de reprendre le paiement. J'ai mal formulé ma question en fait, parce que le médecin de travail a négocié entre guillemets avec l'employeur que ça allait être un nouvel arrêt de travail. Un nouvel arrêt de travail. En revanche, moi j'ai une date butoir côté médecin de conseil de la Sécu jusqu'au 15 octobre. Mais le médecin du travail n'a pas du tout à négocier un arrêt de travail en disant à l'employeur, vous inquiétez pas, je vous la fais remettre en arrêt de travail. Non, mais en fait, je suis... on est d'accord, mais je suis tombée sur une personne qui est super frileuse d'avoir... Eh bien, faites un courrier à votre employeur en disant, je souhaite poser l'intégralité, mes congés jusqu'à telle date, et vous faites de date à date le mois à partir de... Si la vie est du 25 septembre, vous vous mettez en congé jusqu'au 25 octobre. Voilà. Il y avait une question au fond d'abord. Oui, je sais, non, mais attends, il y a là, il y a là, et puis il y a là, je sais. Allez-y, puis après, à vous. Bonjour. Moi, j'avais une question, en fait, précisément sur les témoignages. Sur témoignages sur les CERFA, à savoir, est-ce qu'il est possible, est-ce que vous avez déjà vu un témoignage venant de la partie adverse, donc d'un salarié, mais pour l'employeur, où en fait c'est des questions qui sont posées sur le CERFA et la personne donc, doit faire oui ou non. Est-ce que ça c'est légal? Parce que moi j'ai ça en fait. J'ai une personne qui témoigne, mais qui ne témoigne pas en fait. Donc où il y a des questions vraiment très spécifiques de l'employeur déjà. Et c'est même pas un QCM, c'est même pas ABCD, c'est oui ou non. Donc est-ce que ça c'est légal? Alors ça c'est pas un témoignage et ça veut dire que l'employeur a participé à la rédaction du témoignage en posant les questions. Et comme il est parti à l'instance, il est irrecevable à témoigner. Il est irrecevable. Irrecevable, définitivement. D'accord, donc je pourrais le faire... écarter des débats. Écarter. D'accord, parfait. Je vous remercie beaucoup. Alors, il y avait madame et puis monsieur. Si je parle dedans, ça marche. En ce qui concerne, au niveau de la fonction publique, il n'y a pas de prud'homme. Alors, le tribunal administratif, je crois que c'est pour d'autres raisons, comme on parle là-dedans, je ne sais pas. Et l'équivalent, c'est pour un collègue qui a porté plainte pour harcèlement, justement. Et c'était la seule solution qui semblait possible au point de vue judiciaire. Puisque je ne sais pas si le tribunal administratif juge ce genre de choses, à mon avis, non. Ah si, je vous dirai, je vous réponds. C'est possible aussi, je croyais que c'était par rapport à la légalité de... Non. Alors c'est une erreur. Oui, alors le tribunal administratif juge de ces dossiers, mais c'est encore pire que devant le Conseil des prud'hommes, c'est-à-dire que vous obtenez encore moins de dommages et intérêts. C'est ce qu'on appelle le recours de plein contentieux. Vous avez au tribunal administratif, quand on veut faire annuler une décision, je suis sûre que ça va vous parler, le recours pour excès de pouvoir, d'accord? Donc là, on fait annuler la décision. Quand on veut demander un dédommagement, une reconnaissance de quelque chose, on fait ce qu'on appelle un recours dit de plein contentieux. Et il faut préalablement adresser à l'administration un courrier dans lequel on lui dit blablabla, il s'est passé ci, il s'est passé ça, je considère avoir été victime de harcèlement et je vous demande la réparation de mon préjudice à hauteur de temps. Évidemment, l'administration ne répond pas. Souvent, elle ne répond pas. Et donc, vous attaquez son rejet devant le tribunal administratif. Mais avant de faire ça, moi, je recommande de demander le bénéfice de la protection fonctionnelle d'abord. Donc, on fait une demande de protection fonctionnelle. Et puis surtout, on se fait assister d'un avocat qui fait du droit public, ce qui n'est pas mon cas. Ça, j'ai bien compris. Alors, attendez, parce que Attendez.
Alors, article 11, loi 83-634 du 13 juillet 83. Portant droits et obligations des fonctionnaires. En fait, c'est ce qu'on appelle le statut général, le titre 1 du statut général de la fonction publique. On m'a dit que ça marchait pas, que ça fonctionnait pas pour les contractuels. Je vous ai pas dit qu'il l'accepterait, Voilà. mais il faut commencer par Demander. Demander, c'est pour tout. oui, et On m'a dit que ça marchait pas pour le harcèlement, que ça marchait, il fallait que l'État s'implique. Ah si. Alors attendez, parce qu'on a un petit souci parce que l'heure tourne. Oui. Donc je crains qu'on frustre des gens. Je suis profondément désolé. Alors je sais qu'il y avait monsieur qui avait, il y avait vous, et puis il y avait surtout il y avait vous depuis très longtemps. Oh non, pas depuis si longtemps que ça. Ah bon C'est une question assez simple. Ah bon. Bon alors vas-y, alors vite. Simplement, je ne sais pas si vous êtes en mesure, au jour d'aujourd'hui, de nous dire des choses qui peuvent nous marquer sur les changements récents entre El Khomri et Macron. Des choses peut-être qui nous auront échappé parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi à la télé. Est-ce qu'il y a des choses importantes sur ces questions-là, sur lesquelles il faut qu'on soit vigilant? Deux choses importantes. Ils ont fait disparaître le droit d'alerte du délégué du personnel. L'ancien article L422.1.1 est devenu L2313.2. On est en train de chercher s'ils l'ont parmi quelque part. A priori, ils nous l'ont enlevé. D'accord ? Et ils ont, vous le savez, supprimé le CHSCT. Puisque maintenant, ils ont supprimé l'EDP, le CHSCT. Il n'y a plus qu'une seule instance qui s'appelle le Comité social et économique, CSE, qui aura une commission santé. On revient avant 1982. Voilà. Allez-y, monsieur. Juste une petite question de fond dans le chapitre Adapter le travail à l'homme. Juste une petite question concernant le pouvoir d'organisation ou le devoir d'organisation, parce que ça change un petit peu les rapports de travail. Alors, l'attribution de l'employeur, c'est le pouvoir d'organisation, mais le devoir de prévention. Voilà, je réponds simplement. Monsieur. Oh, pardon. Oui, voilà, lorsque une personne est victime de son employeur, puisque on parle de ça, pourquoi attendre l'inaptitude? Pourquoi ne pas demander, d'aller au Conseil des prud'hommes et de réclamer, alors je ne dis pas le mot qui convient, hein, vous verrez, je ne suis pas juriste, mais pourquoi ne pas demander la résolution judiciaire du contrat de travail au tort de l'employeur? On le fait tout le temps, donc on n'attend pas... Ah oui, bien sûr, on le fait tout le temps. J'avais une deuxième chose à dire, je voudrais faire remarquer, puisque je siège dans un comité risques psychosociaux à Toulon, à la Directe, là il y a un comité qui existe, et on a appris qu'il y a une association de médecins généralistes et en même temps des conseils aussi de la Directe. C'est sur un document qui est adressé aux médecins généralistes qui dit « Attention, ne faites pas le lien entre l'état de santé de la personne et le travail. » De mieux en mieux. C'est-à-dire qu'on va au-delà de ce qu'on a pu entendre jusqu'à maintenant, et je ne parle pas des médecins du travail. Et ils disent, vous n'avez pas les compétences pour ça, renvoyez sur le médecin du travail. Voilà. Après, c'est pas moi qui décide, je crois que c'est fini. Alors, juste, on va prendre encore deux questions. Deux questions, deux questions, madame et monsieur, et voilà. Oui, moi je suis au courant de ça. Effectivement, est-ce que les médecins ont peur de se faire attaquer par les boîtes? On m'entend? Oui. Et sinon, la question, moi je sais que dans mon entreprise, quand on est en arrêt maladie longtemps, si on reprend le travail, l'année d'après, on n'a pas de congé payé. Alors, est-ce que c'est normal? Alors c'est une question compliquée. D'abord, on ne peut pas vous faire sauter. Quelquefois, les gens me disent « Ah, j'avais mon compteur, j'avais 20 jours. Sur mon bulletin de salaire suivant, ils m'ont sucré mes 20 jours. » Et les entreprises disaient « Ben oui, la période de référence est terminée, machin. » La Cour de justice de l'Union européenne est venue y mettre bon ordre. On ne peut pas vous sucrer vos congés avant. Et alors,
Après, sur la question, est-ce que... Alors déjà, sur le complément de salaire, vous avez des congés payés qui sont afférents au complément de salaire. Donc, a priori, le congé maladie étant le congé maladie, le congé payé étant le congé payé, on ne peut pas vous brimer par rapport au congé. Mais là, je vais faire une réponse un peu sur le principe, mais pas dans le détail, parce que c'est toujours un peu compliqué, les histoires de congés. Mais on ne peut pas vous dégonfler votre enveloppe de l'année N-1. D'accord ? Absolument. Sauf Donc, en accident de travail. Où là, le droit à congé... Ah, le droit à congé pendant l'accident du travail, de toute façon, là, il se perpétue. L'accident du travail produit du droit à congé. Parce que l'accident du travail, c'est comme du travail effectif. Voilà. Monsieur. Je suis représentant du personnel dans une multinationale. Et parfois, les salariés viennent me voir avec des enregistrements de conversation. Qu'est-ce que vous en faites si ça arrive chez vous en tant qu'avocat? Alors, qu'est-ce que j'en fais? Je les écoute déjà et je dis ce que ça vaut. Et en fonction si c'est intéressant ou pas, alors j'ai plusieurs techniques, c'est-à-dire que soit l'enregistrement, il est valable au pénal. Donc de toute façon, s'il y a une instance pénale, boum, on balance l'enregistrement, c'est bon. Au civil, c'est très compliqué de produire un enregistrement. Donc, je trouve le moyen, je dis à la personne qui a fait l'enregistrement, je dis vous allez tout taper, déjà, tout faire taper, et ensuite on verra ce qu'on en fait, soit on en extrait quelque chose dont on peut dire c'est fait d'après le souvenir, et ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, on présente des faits, etc. Si c'est grave, évidemment, on peut saisir le procureur de la République et puis dire, voilà, j'ai été, comme il y avait la commission d'une infraction, j'ai enregistré, parce que c'était le seul moyen de prouver qu'une infraction était... C'est toujours très très compliqué, la question des enregistrements. Toujours. Bien, donc voilà, déjà nous voulions nous excuser déjà pour avoir frustré certaines personnes. Effectivement, ça reste une conférence extrêmement intéressante qui fait réagir énormément, avec une qualité d'échange qui est vraiment précieuse. Je voulais vous rappeler que le Burn-out pour les nuls, le livre de Marie Peset est en vente. Et je voulais vous remercier surtout, Rachel Saada, pour cet échange, pour cette conférence, parce que c'était passionnant. Et voilà, merci beaucoup. Alors...